on peut imaginer, si on continue à perdre de la diversité à la vitesse à laquelle on le fait actuellement dans le système agricole, que d'immenses famines voient le jour parce que des maladies auront attaqué les cultures. Merci, bien écoutez, je vous remercie d'abord d'être là, effectivement, et puis de venir écouter un peu quelque chose sur la biodiversité. Je vais essayer de changer votre vision de la biodiversité, donc, et j'espère qu'après ça, vous en aurez une vision tout à fait différente. Alors, la biodiversité, d'habitude, quand on la présente, on montre des jolies images de manière à donner aux gens l'impression que c'est bien, la biodiversité, c'est joli, il faut la garder. Évidemment, ça a deux défauts. Ça a deux défauts majeurs. Le premier, c'est que c'est quand même un peu manipulatoire et que si on choisissait d'autres bestioles, peut-être que ça donnerait une autre vision de la biodiversité, un peu moins positive. Et l'autre aspect, c'est que ça donne une image un peu collection de timbres, une image totalement fixe de la biodiversité. Et ça, c'est vraiment grave sur le plan scientifique. C'est de ça que je voudrais vous convaincre aujourd'hui. Alors, la biodiversité, il n'y a pas besoin d'être un scientifique du 21e siècle pour la connaître. En fait, il n'y a même pas besoin d'être un homo sapiens. Mon chat reconnaît très très bien un chien d'une souris, le vôtre aussi, j'en suis sûr. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on n'a qu'à fabriquer des catégories qu'on appelait des espèces dès le début certainement de l'humanité. Et puis, ces espèces, la question, c'était des catégories de formes. Mais on pouvait passer d'une espèce à l'autre. Par exemple, dans les traités de botanique du XVIIe siècle, on trouve cette très superbe image qui vous montre un arbre qui fabrique des feuilles, donc certaines tombent à l'eau et deviennent des poissons, et l'autre tombe sur terre et deviennent des oiseaux. À cette époque-là, donc, les transferts étaient tout à fait possibles. Chez les humains, d'ailleurs, c'était pareil. Vous savez que Ovide expliquait qu'un homme pouvait se transformer en cerf ou une femme en cygne, mais aussi, d'ailleurs, dès qu'on a inventé le microscope, on a découvert les spermatozoïdes. Enfin, c'est l'inventeur du microscope qui a tout de suite trouvé ses propres spermatozoïdes. Et tout de suite, on a dessiné à l'intérieur un petit bonhomme. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui se raconte encore malheureusement aux enfants. On dit que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Il faut arrêter de dire des trucs comme ça aux enfants, c'est quand même un peu scandaleux. Ça veut dire que c'est le père qui fabrique l'enfant, et la mère est un terreau plus ou moins fertile dans lequel germera la petite graine. À l'époque, on prenait ça tout à fait au premier degré, puisque on pensait que si la graine en question tombait dans la terre, ça fabriquait une plante hybride, une mandragore. Donc, vous voyez, les espèces existent, mais on peut passer d'une espèce à l'autre par des métamorphoses. Et c'est seulement au XVIIIe siècle qu'on va dire que non, les métamorphoses ne peuvent pas permettre de passer d'une espèce à l'autre, que même si une chenille se métamorphose en papillon, alors cette chenille fait partie de la même espèce que le papillon. Et que, en revanche, toutes les espèces sont imperméables. Mais alors, du coup, qu'elles sont complètement fixes. Et c'est grâce à ça qu'on va commencer à ordonner la biodiversité. On va dire des systèmes qui permettent de classer la biodiversité. Alors, Linné était un des grands naturalistes du XVIIIe siècle, qui va produire le premier grand système de classification, fondé sur les espèces regroupées en genre, en famille, en ordre, en classe, et dans les espèces, des sous-espèces et des variétés. Le mot espèce prend à ce moment-là un sens très précis, et enfin très précis, on aimerait bien qu'il soit très précis, d'une catégorie absolument étanche. Et la base théorique sur laquelle Linné va s'appuyer, c'est de dire que toutes les espèces tirent leur origine de leur souche, en première instance, de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Donc les espèces ont été créées par Dieu, 4004 ans avant Jésus-Christ, et elles sont absolument immuables, elles sont éternelles. Voilà, donc ça, c'est la vision de la biodiversité qui nous est donnée au XVIIIe siècle, des espèces créées. C'est les espèces qui sont créées, ce n'est pas les individus. Et qui sont immuables et qui sont éternels. On part donc d'un monde parfaitement stable, dans lequel l'homme est placé dans une nature parfaitement stable. Pour conserver la biodiversité, c'est très simple, c'est écrit dans la Bible aussi. Vous prenez un bateau, vous mettez un couple de chaque espèce, et c'est fait. Donc, les méthodes de conservation sont données. Alors ça, on sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas parce que si vous prenez juste un couple, ça va faire de la consanguinité, puis les descendants, ils ne vont pas être bien. Bon. Donc, on s'est dit qu'il fallait maintenir de la diversité dans les espèces, mais on a considéré la diversité dans l'espèce comme utile, non pas en elle-même, mais parce qu'elle permet de maintenir les espèces. Les espèces qui sont censées, comme je vous le disais, ne pas échanger, mais alors malheureusement, ça, elles se donnent quand même quelques libertés par rapport à ça. On y reviendra. Et la vision de la nature, absolument parfaite, faite pour le bien de l'homme. C'est Bernardin de Saint-Pierre, directeur du Jardin des Plantes à Paris, écrit d'ailleurs que la nature, vous voyez, a formé des melons avec des dessins de tranches pour être mangés en famille, et que les citrouilles sont plus grosses pour être mangées avec les voisins. Donc vous voyez que tout va bien, le monde est fait pour notre bonheur. À la fin du 18e, où on va commencer à découvrir que les espèces s'éteignent,
Alors ça, c'est un gros problème, hein, c'est Cuvier qui découvre ça. Et puis Darwin, au cours du 19e, va présenter l'idée que les espèces sont issues d'un processus dynamique. Et dans ce livre de 1859, L'origine des espèces, il présente donc la divergence des lignées. À partir d'une même lignée, eh bien, vont se fabriquer constamment des petites nouveautés. Et ces petites nouveautés, la plupart vont s'éteindre. Vous voyez que l'extinction fait partie du système. S'il n'y avait pas d'extinction, il n'y aurait pas d'espèces, parce qu'il y aurait tous les intermédiaires entre tous les individus. C'est les extinctions qui dessinent la biodiversité. Et elles la dessinent grâce au fait qu'il y a divergence et que les espèces, les formes qui s'éteignent sont souvent intermédiaires. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en compétition plus avec les autres. Alors faites attention, les images sont souvent trompeuses. Ceci n'est pas une phylogénie, pour ceux qui savent ce que c'est, puisque le temps va de bas en haut. Effectivement, on voit des lignées qui s'écartent, mais l'écartement est un écartement écologique. L'axe horizontal, c'est un axe de différenciation écologique qui explique pourquoi les formes progressivement s'éloignent. Alors qu'une vraie phylogénie, eh bien, ça ne tient pas compte de l'écartement des branches, n'a aucun sens, et montre juste la forme différente que peuvent prendre les êtres vivants. Bien, donc ce schéma, eh bien, je voudrais vous convaincre que quand vous penserez à la biodiversité, c'est à ça qu'il faut penser, et pas à la collection de timbres de tout à l'heure. Et ça change tout. Ça change tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si jamais on regarde ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la ligne du haut, là. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formes qui existent encore et qui vont pouvoir, selon l'échelle de temps qu'on est en train d'utiliser, être ici 2 variétés, puis ça serait par exemple une espèce ou une sous-espèce, et puis ça, une autre espèce, ou alors, si jamais le temps est plus long, ça, c'est déjà 2 sous-espèces, et ça, c'est une autre espèce, ou bien même, ça, c'est 3 espèces. Ça dépend de l'échelle de temps que vous vous donnez, mais le processus reste toujours le même à toutes les échelles, ce processus de différenciation. Pourquoi ça change tout ? D'abord, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que, au fur et à mesure que les lignées s'écartent, à un moment, on va décider de les appeler des espèces. Et ça, c'est une décision arbitraire. Elle est arbitraire dans 90% des cas. Bien sûr, on aimerait bien qu'elles ne puissent pas se croiser, mais ça ne marche pas à tous les coups. On aimerait bien qu'elles soient définitivement séparées. On les appelle espèces quand on trouve qu'elles sont suffisamment différentes. Point, et un point, c'est tout. Alors, cette concentration sur l'idée d'espèce chez les biologistes est certainement un frein à la compréhension de ce que je suis en train de vous raconter. Et moi, dont je voudrais vous convaincre, c'est que les espèces, l'idée d'espèce, le fait qu'on pense toujours en espèces, c'est une survivance de la Genèse, de la Bible et de cette création. Qu'en fait, si on était des bons biologistes, on penserait à un truc beaucoup plus continu, on penserait à cet arbre et on ne penserait pas tout le temps la diversité en termes d'espèces. Darwin lui-même essayait de s'attaquer au problème. Il dit qu'on n'a pas trouvé de différence entre les espèces et les sous-espèces, ni entre les sous-espèces et les variétés, ni entre les variétés et les différences individuelles. Ces différences se fondent l'une dans l'autre, dit-il, par des degrés insensibles en une véritable série. 1 an après avoir publié L'origine des espèces, il se rend compte qu'il n'arrive pas à convaincre ses contemporains. Il écrit à un ami qu'il est souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement le comprennent, que des gens intelligents, qui ne sont pas des naturalistes, et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce, montrent plus de clarté d'esprit. Je suis content qu'il emploie le mot bigote, en fait, parce que justement, ça va dans le sens de ce que je vous disais, c'est quelque chose d'un peu religieux. On va y revenir. Aujourd'hui encore, vous voyez, vous cherchez biodiversité sur le web, vous tombez tout de suite sur une image dans ce genre-là. Vous voyez, c'est d'abord les espèces et puis tout un fatras de trucs trop compliqués pour qu'on s'en occupe. C'est pas comme ça qu'il faut voir la biodiversité. Alors, cet aspect religieux de l'espèce, elle fait qu'on imagine effectivement que les espèces, elles n'échangent pas. Alors, je sais que c'est pas vrai parce que je me suis un peu occupé de chevaux et d'ânes et de zèbres. Tout ça, ça se croise gentiment. On dit que les mulets sont stériles, mais ils ne sont pas tous stériles. Et d'ailleurs, vous avez dû voir un épisode de ce truc-là, parce qu'il y a 50 ans, on pensait que les tigres et les lions ne pouvaient pas se croiser, puisque c'est des espèces différentes. Et puis, paf, voilà qu'ils se croisent. Et alors, quand ils sont croisés, qu'on a eu les premiers hybrides, tout le monde a dit « ils sont stériles ». Mais c'était un acte de foi. Ils ne sont pas stériles en réalité. D'ailleurs, maintenant, on a les 2e générations. Donc, vous voyez que cette vision où on voudrait mettre la nature dans des cases et que ces cases soient étanches, c'est une vision fausse. En fait, en remettant l'évolution dans le système, on a refabriqué une autre vision de la création, c'est-à-dire qu'on dit l'évolution remplace le créateur. Elle a fabriqué toutes les espèces et puis à la fin, elle a fabriqué l'homme. Genre, à la fin, elle a fabriqué l'homme. Vous voyez, regardez. Hop, on a plein de trucs et puis crac, à la fin, on arrive à l'homme. Comme si c'était nous le point final. Mais non, la dernière espèce apparue sur Terre, c'est pas les humains, c'est une moustique du métron londonien à notre connaissance. Pas de quoi en faire un fromage. Dernier point, évidemment, si je regarde la biodiversité comme ça, je me rends compte qu'elle n'a rien de stable. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de conserver ce truc-là. Ce qu'on peut conserver, c'est la dynamique du système. La dynamique, c'est une dynamique où d'un côté, il y a des extinctions et de l'autre, il y a des divergences. Alors, quand on parle d'équilibre, si je dis il y a équilibre de la biodiversité, l'équilibre de la biodiversité, ce n'est pas un équilibre comme ça. Ce n'est pas un équilibre stable. C'est un équilibre
même pas un équilibre instable, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire que c'est la même chose que l'équilibre d'un vélo. Un vélo, c'est un truc, ça tient debout parce que ça avance. Et ça peut pencher, mais il faut qu'il y ait des forces qui compensent, et on peut calculer ces forces, etc. Et si jamais on l'arrête, c'est là qu'il tombe. Donc, la biodiversité, c'est la même chose. Oh, il y a d'autres exemples, pardon. Il y a un avion, évidemment, c'est la même chose. Des planètes autour du Soleil, des satellites autour de la Terre, et même notre propre corps. Hein, vous savez bien, vous vous maintenez parce que vous êtes en équilibre dynamique avec le milieu. Vous mangez, vous excrétez, vous respirez, etc. Si jamais quelqu'un vous disait « je vous aime tellement, je veux te garder, je te mets au frigo », vous ne seriez pas d'accord. Eh bien, il ne faut pas faire ça à la biodiversité non plus, parce que c'est la même chose. La biodiversité, pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle avance. Einstein l'avait déjà dit, hein, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la biodiversité. La biodiversité, c'est un système dynamique. On ne la conservera que si jamais on laisse le fonctionnement de ce système exister. Et la crise de la biodiversité actuelle, ce n'est pas le fait qu'on arrache des forêts, ça joue dans le système, mais c'est une crise globale du fait que le moteur de la biodiversité est en panne. Là où c'est ultra visible, évidemment, c'est dans les systèmes agricoles. Parce que dans les systèmes agricoles, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mettre sur des millions d'hectares les mêmes variétés, les mêmes génotypes. Et ça, eh bien, on sait bien que c'est dangereux. C'est dangereux parce que si jamais il y a une maladie qui se répand, qui s'habitue à ces variétés, eh bien, cette maladie va complètement démolir toutes nos cultures. On peut imaginer, si on continue à perdre de la diversité à la vitesse à laquelle on le fait actuellement dans le système agricole, que d'immenses famines voient le jour parce que des maladies auront attaqué les cultures. Nous avons donc une responsabilité lourde vis-à-vis des générations futures, mais peut-être très proches, hein, de remettre en œuvre de la biodiversité dans l'agriculture. Or, ça, actuellement, ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Pourquoi? Eh bien, parce que actuellement, quand vous semez des plantes, comme ce monsieur au Canada, eh bien, si jamais vous ressemez vos propres graines, si elles sont contaminées par les graines des voisins et qu'il y a des gènes brevetés dans les variétés des voisins, eh bien, l'entreprise qui a breveté les gènes, que je ne nommerai pas parce que vous la connaissez très bien, va vous faire un procès, ce qu'elle a fait à ce monsieur, et va lui interdire de semer ses graines et va gagner au niveau du Conseil suprême canadien. Il a été reconnu dans le procès qu'il n'avait pas été chercher les gènes, mais qu'ils étaient venus tout seuls. Mais n'empêche, comme ils sont brevetés, il n'a plus le droit de ressemer ses semences. Donc le résultat, c'est qu'à l'heure actuelle, quelques entreprises, très peu nombreuses, sont en train de prendre la possession de toutes les ressources génétiques de la planète, de toute la biodiversité cultivée. Et c'est quelque chose d'hyper dangereux parce qu'elles ne conservent aucune diversité dans ce système. Il y a une guerre des semences qui est en train de se tenir. Et la question, c'est de savoir qui va pouvoir posséder toute la nourriture de l'humanité d'ici quelques années. Alors le résultat, eh bien, c'est qu'on est en train de perdre cette diversité. Et vous inquiétez pas, de grands esprits comme Bill Gates ont trouvé la solution. Alors j'ai oublié de vous dire, Bill Gates, c'est le premier actionnaire, allez, de Monsanto, ce que là je le dis. La solution est très simple, on va mettre toutes les graines dans un frigo. Toutes les graines de la terre à Svalbard, dans un frigo. Toutes les graines de plantes cultivées, pas toutes les graines, une graine de chaque variété. Ce qui fait que tout compte fait, ça fait très peu de variabilité. Mais n'empêche, vous êtes rassurés, toutes les ressources génétiques de la Terre sont à cet endroit-là. Évidemment, c'est des gens qui sont des copains d'Allègre, ils ne savent pas encore que ça va dégeler. Mais de toute façon, le frigo, ça ne sert à rien, parce que des graines dans un frigo, au bout d'une dizaine d'années, ça commence à arrêter de germer. Et donc, ces graines, elles vont mourir. Ce qu'on est en train de faire, c'est de faire un immense cimetière de graines qui seront sous terre, en Norvège, dans une île perdue. Et quand on aura besoin d'elles, eh ben, on ne pourra pas les faire germer. Ce n'est pas grave. D'ici là, les biotechnologies auront tellement avancé qu'on saura très très bien refabriquer des plantes par biologie synthétique avec le génome de ces graines. Et puis, qui est-ce qui saura faire ça? Uniquement les boîtes de biotech. Donc, vous voyez que tout le monde est content. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on est en train de faire avec la biodiversité, non seulement au niveau général, mais aussi au niveau cultivé. On est en train de mettre la technologie du XXIe siècle au service d'une science du XVIIIe siècle, celle de la création, celle de l'arche de Noé, des graines dans un frigo. Eh bien, je pense que si jamais on ne comprend pas rapidement que ça va pas comme ça et qu'il faut qu'un vélo, ça doit avancer pour ne pas se casser la figure, eh bien, l'humanité risque fort d'avoir de graves problèmes. Et donc, je vous incite à vous intéresser à ces questions pour éviter la chute finale. Merci.